Bonjour, c'est Macaté Baron de la Gazette de Château. Je suis au Jardin de Marie à Rennes-le-Château et je suis avec Jean-Michel Pousse. Bonjour à tous. C'est donc l'interview de l'année. Enfin, chaque année, on fait une interview ensemble. Tout à fait. Depuis 2019 déjà. Oui, déjà, oui. Voilà. Alors, tu vas nous raconter ou nous parler un peu de tes activités de cette année et puis les nouveautés, on va dire. Alors, le templarisme aussi, des choses comme ça. tout à fait. Ouais. Donc, les nouveautés, alors les nouveautés directes, Terre de Reggae, donc, vient de ressusciter. Donc, Oui. j'ai envoyé mon bulletin d'adhésion et j'ai lu le premier numéro qui me semble pas mal. Donc, on repart. Terre de Reggae repart. Ça, c'est pour le côté. Et puis après, on a eu une actualité un peu chargée, si tu veux, enfin, depuis 2023, 24 et 25. On a eu donc les deux ouvrages de Patricia Daré, sur lesquels je m'expliquerai, si tu veux, sur le net. Voilà. Utopie m'a dit, Révélation et Temple. Voilà, tout à fait. Et on a eu l'ouvrage de Jean-Patrick Portal. Oui, Utopie Opération. Voilà, qui est un ouvrage qui alors, c'est pas lui qui l'a écrit, bien sûr, hein, c'est une personne qui s'appelle Johnny Sandro, d'accord, que tu reconnaîtras sous le pseudonyme. Lui jure que c'est pas lui qui l'a écrit, qu'il n'a fait qu'influencer Jean-Patrick Portal, mais moi je te dis, j'ai lu ce livre attentivement, les éléments précis qui sont dans ce livre, c'est du prieuré de Sion recyclé, plus un recyclage d'une personne qui a bien côtoyé Johnny Sandro, une personne d'origine espagnole dont je ne citerai pas le nom pour pas que tu les ennuies, puisque cette personne fait partie d'une société secrète espagnole qui a été, comment dire, qui est totalement artificielle. Il n'y a rien, il n'y a aucune transmission de tradition ou quoi que ce soit. Il y a eu une tentative dans ce livre d'expliquer que l'ordre de Calatrava aurait reçu des éléments secrets ou ésotériques de la part du temple, ce qui est faux, nul et bienvenu. Donc voilà, après moi, on raconte des histoires à dormir debout, eh bien il n'y a pas de souci. Une limonade s'il vous plaît. Une limonade, ouais. Tu prends quoi? Au verre ou Au verre, oui, au verre, oui. Et demandez à Norbert ce qu'il veut éventuellement. Norbert, si tu veux quelque chose. Et vous voulez quoi? Les commandes sont prêtes. Et donc, voilà. Alors, l'actualité, c'est plutôt sur le terrain. Avec mon équipe, on a réussi à circonscrire un lieu extrêmement intéressant sur la commune de Rennes-le-Château, qui est pas le lieu, d'accord ? Voilà, et nous sommes en train, on va dire, de faire ce qu'on appelle un contrôle sur place, d'accord ? Pour voir un petit peu où ça aboutirait. Sur le Bugarach, qui est la principale montagne sur laquelle moi je porte mon intérêt depuis déjà plusieurs années, sur le Bugarach, il y a deux zones que je n'avais pas explorées, qui m'attirent, donc je pense qu'avant de partir, je ferai une exploration de ces zones. Et puis j'ai un trou qui m'est apparu il y a 2 ans, juste en dessous de l'aiguille creuse. La véritable aiguille creuse est au Bugarach, et non pas comme le disent Jean-Pierre Garcia ou Pierre Sylvain dans les gorges de Bézis. Donc j'ai un trou qui m'apparaît extrêmement bien, bien caché, mais très intéressant. C'est une cheminée naturelle qui descend vers je ne sais pas quoi. La première fois que je l'ai vu, je n'ai pas voulu descendre parce que je ne me le sentais pas. Je ne dis pas que je descendrai cet été avant de partir, avant de rentrer sur Paris, mais il y a de fortes chances qu'en octobre, effectivement, je mobilise une partie de mon équipe et qu'on regarde attentivement ce qu'il y a dessus. Donc, moi, je suis toujours sur trouver des dépôts archéologiques se rapportant aux Visigoths, essentiellement, d'accord, ou aux seigneurs qui ont suivi, la période visigothique. Et sur le Bugarach, je suis toujours, on va dire, à la recherche de choses qui sont beaucoup plus difficiles à approcher. C'est-à-dire, je suis toujours sur la partie Atlante, donc les mines Atlantes qui ont été bouchées, je les ai localisées, je sais où elles sont. Ça demanderait un travail énorme pour les boucher. Je sais à peu près où les Visigoths ont réenterré les 30 rois qui étaient dans le mausolée en bas, c'est le mausolée indiqué par Jean Sifra à l'époque, dans son livre. Et il y a un certain nombre de zones sur le Bugarach qui m'intéressent parce qu'on devrait pouvoir peut-être aborder certaines galeries qui jusque-là
ont été cachés et qui pourraient permettre éventuellement quelques découvertes. Après, le problème, que ce soit sur Rennes-le-Château ou que ce soit sur la montagne du Garage, c'est que dans le cas où on trouverait quelque chose, on ne pourra rien dire, puisque tu sais que ce sera notre disparition immédiate. Et alors, un petit scoop, je vais reprendre, je pense, au mois d'octobre, j'ai besoin de matériel précis, mais je vais reprendre au mois d'octobre mes recherches sur la montagne d'Alaric, où là, par contre, on a circonscrit un lieu très précis qui est bouché par 2 grosses pierres, et on a besoin de matériel très précis pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Voilà. Des nouvelles de Lozina, quand sur Agli? Alors, pas de nouvelles de Lozina quand sur l'Agli. C'est vrai que j'aimerais bien y refaire un tour et j'aimerais bien descendre dans certaines des galeries. J'avais été l'année dernière, galeries. 50 mètres. Le problème, c'est qu'il faut du matériel. Oui. Mais c'est pas le matériel de spéléologiste qui me manque. Ce qui me manque, c'est du matériel pour pouvoir ressortir intact de la zone. Oui. Donc, et dans tous les cas, comment ça s'appelle? Le propriétaire fait des recherches déjà. Ouais. Dans tous les cas, le trou qui a été perforé dans les ruines de la ferme Zosinas. Donc, je rappelle que la ferme Zosinas, c'est une ferme qui a été construite par les Juifs. Hein. C'est une ferme qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'équipe qui a travaillé pour le prophète Jérémie, donc c'est l'équipe qui a ramené le trésor du temple, ils n'ont pas les Templiers comme on le dit, ce sont bien des Juifs qui ont ramené le trésor du temple, on va dire, sur place, et l'affaire Zosinas est liée, entre guillemets, aux objets du temple et qui ont la communauté juive de l'autre vallée. Donc, je t'avais dit que 1 à 2 des membres de l'équipe qui avait fait des fouilles de Zosinas avaient été abattus, éliminés, exécutés par des entités, si tu veux, qui se trouvaient à la profondeur où leurs galeries ont été atteintes. Et que, c'est 92 mètres. Hein, c'est 92 mètres. Ouais, voilà, et que une des 2 entités, ils étaient 2, et une des 2 entités, face à 1 ou 2 personnes, et une des 2 entités est remontée à la surface pour leur dire vous avez 20 secondes pour plier, sinon vous allez disparaître comme les 2 qu'on a flingués en bas. Quoi. Alors, le dialogue était peut-être un peu différent, mais la peur par contre que ça a généré. Et il y avait le trou de la vie, le trou de la mort, qui cherchait en fait le fameux Robert à l'époque. Hein. Il cherchait l'antre de la bête. Alors, moi, l'équipe m'avait expliqué qu'il cherchait un temple cathare sous terre, ce qui était une explication assez risible. Mais il cherchait le pouvoir. Il cherchait des objets de pouvoir. Il cherchait des artefacts de pouvoir. Oui, juifs, pour pouvoir éventuellement les ramener en Israël ou ailleurs. C'est pas la question. Bon, le problème, c'est que les entités qui défendaient ces galeries l'ont senti dès le départ. Donc, quand ils les ont laissé creuser sur quelques années, parce qu'ils étaient loin d'atteindre, et la galerie qu'ils ont creusée sous la ferme, puisque la ferme était positionnée traditionnellement sur une galerie qui donnait directement accès à ce monde. 13. Oui, mais c'est vraiment la galerie sous la ferme. Celle-là, par contre, ils sont rentrés sur sur le réseau, et là, les gardiens sont montés, ils les ont éliminés. Donc, si tu veux, mon cher Mike, pour revenir aux Zosinas, il me faut un certain matériel, et on ne parle pas de matériel spéléologique. Voilà. D'accord. Sur d'autres recherches actuelles sur le terrain sur le terrain, alors je suis en train de faire un film. Alors, je suis en train de faire une étude sur le plateau de Sceaux et les seigneurs du plateau de Sceaux. Donc, ça concerne les Dagnorp, les Daliou, les Tussons, les Sermonnes et les 2 Rédés. Donc, je travaille, je vais visiter ces ruines, parce que c'est des ruines qui sont très haut perché, mais il reste plus rien. Et je prépare pour le 13 octobre une conférence, visioconférence, dans un lieu dans les Pyrénées-Orientales, sur Marie-Madeleine et son débarquement dans ce lieu. Alors je ne citerai pas le village, parce que pour le moment je n'ai pas le feu vert, je n'ai pas la salle, donc je n'ai pas encore pu savoir si je pourrais louer la salle ou pas le 13 octobre, mais je te tiendrai au courant, je ferai la publicité. Donc il y a une grosse conférence sur Marie-Madeleine, très très grosse conférence qui sera filmée, qui sera en visio, et qui va dire ce que moi je pense réellement de Marie-Madeleine et où est-ce qu'elle a réellement débarqué. Voilà. Ce
qui est déjà un gros sujet. Hein. Ça se prépare, ça. Voilà. Et sur le templarisme dans l'Aude, et puis même aux alentours, cette fameuse résurgence du templarisme. Écoute, je suis très... écoute, je suis dubitatif. Je suis dubitatif, d'autant plus que je t'avais dit, on avait discuté une fois, hein, dans un certain château, une certaine nuit, je suis intimement persuadé que les Templiers sont réincarnés aujourd'hui actuellement et que les Templiers sont présents. Pas forcément avec des croix blanches, rouges, vertes, etc. Je pense que l'ordre du Temple, si tu veux, s'il est reconstitué, sera reconstitué à partir d'êtres humains dans lesquels se seront réincarnés les Templiers. Donc le néo-templarisme m'intéresse, si tu veux, en tant qu'à étudier, d'accord ? Ses racines, ses convictions, ses rituels quand il y en a, mais je suis assez dubitatif sur la légitimité, sur l'héritage. Donc ça m'est un peu difficile de te répondre parce que, comme je t'apprécie beaucoup, et que je sais que tu es impliqué dans le sujet, comment dire ? Les veilleurs templiers. Oui, comment dire, Mais je reste quand même très sur la réserve. Il faut faire attention, c'est un sujet assez dangereux. Ce que je peux dire, alors d'accord, sur ce sujet, et en sortant de ton implication personnelle ou familiale sur ce sujet, je peux dire qu'actuellement il y a une résurgence néo-templière affirmée qui n'est pas légitime, notamment celles qui sont basées en Provence ou ailleurs, d'accord. Et je trouve très suspect ces néo-templiers qui ressortent maintenant. Tu sais qu'on est à quelques mois des élections présidentielles de 2027. Tu sais que ces élections seront capitales, non pas pour la politique, mais pour l'avenir du pays, d'accord. Le pays, c'est la France, le pays sacré. Il y a, comment dire, il y aurait comme un intérêt de certains néo-templiers à essayer de prendre le pas intellectuel ou historique sur le sujet, que ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est difficile parce que en parler comme ça rapidement, c'est pas satisfaisant. Donc je vais étudier tout ça attentivement, surtout qu'il y a un auteur français, dont je n'ai plus le nom, qui a sorti là sur les 5 dernières années 4 ou 5 livres sur les Templiers, très très bien. Il y avait Daniel Robin, il y avait Dagartin. Oui, tout à fait. Il y a actuellement un certain... Oui. Tu penses à Montfort-sur-Argent, l'île des Veilleurs, Alfred Lyson. Tu parles de la Provence ou du Var. Pour moi, ça, je le laisse à certains... Je le laisse à certains Provençaux, si tu veux, qui sont plus à même d'étudier. Pour moi, alors, comme, il faut tout ça, si tu veux, c'est du passé, sans être du passé. C'est-à-dire que c'était Gérard Couette. Ce sont des lieux qu'il faut étudier. Il faut étudier les personnalités qui ont travaillé sur ce sujet. Je te dis une chose. Je pense que Val-Cross, l'île des Veilleurs, les gorges du Verdon, ça demande une nouvelle étude, une nouvelle approche, mais en se servant, si tu veux, de ce qui a été écrit à l'époque. Voilà. Il semblerait que le Var soit un peu le miroir de l'Aude pour certaines choses. Comme sur Artuby, comme sur Agut, il y a des choses, tu vois. Alors, le Var est le... Oui, je suis tout à fait d'accord. Le Var, c'est vraiment le miroir de l'Aude. Mais si l'on veut trouver une partie du trésor du temple, et si l'on veut trouver une partie des archives templières, c'est ici que ça. C'est quelque part dans l'Aude. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas au Bugarache, parce que c'est le coffre-fort le plus efficace. Et pour l'Arche, qu'est-ce que tu penserais? Au Bugarache. Toujours même. Moi, je suis toujours sur ma position. Comme sur la Glie, pour toi, il y aurait quelque chose. Comme sur la Glie, il y a un accès. Il y a un accès à des galeries très anciennes, très profondes, très bien équipées, très bien éclairées, mais qui sont, ces galeries sont habitées. Ces galeries sont habitées. On ne pénètre pas de manière... on ne pénètre pas un certain écho dans ces galeries. Ben, ça a coûté la vie à 2 membres de l'équipe qui était quand même commandée par une personne d'origine israélienne, une personne juive. Donc ça veut dire que même eux, ces entités ont décrété qu'elles n'étaient pas légitimes. Ils en ont tué 1, voire 2. Et ils sont toujours dessous. Hein. On sait que le roi du Maroc aussi a envoyé ses services ici. Pas un peu tout le monde en fait. Alors, le roi du Maroc, le problème que j'ai avec le roi du Maroc, c'est que si on descend du prophète, hein, il faut vivre comme le prophète. Donc le roi du Maroc me pose un problème, c'est que
il ne protège pas la totalité de sa population, il ne protège, on va dire, que ses familiers, que ses amis, c'est une grave erreur. Mais par contre, alors c'est mon actualité aussi, j'en avais parlé un peu mais j'en reparle, je pense avoir identifié le Mahdi, c'est-à-dire le 13e imam, d'accord, tout comme j'ai identifié le Machia, d'accord. Donc si tu veux, par rapport au roi du Maroc et par rapport à l'islam, je dirais que il va falloir que les musulmans se mettent de cœur. Et quand tu parles du 13e, ça s'appelle l'islam ésotérique. Oui. Henri Corbin, mais le Mahdi, c'est l'équivalent, si tu veux, du Machia. Voilà, c'est faire de la pureté. Donc voilà, et donc il va falloir, si tu veux, que les musulmans retrouvent un peu cette pureté du Coran. Donc il va falloir que les musulmans retrouvent le message de l'archange Jibril au prophète. Et ce n'est que comme ça que, éventuellement, les musulmans auront un avenir. Sinon, s'ils continuent sur le Coran tel qu'il a été trafiqué 60 ans après la mort du prophète, les musulmans n'ont aucun avenir. Aucun avenir. D'ailleurs, ce sera la guerre. Et ils perdront parce qu'ils perdront. Voilà, c'est tout. C'est pas... Voilà. Donc, oui, c'est vrai que l'actualité, c'est surtout, l'identification du Machia, l'identification du Mahdi. Bon, la position du corps de Jésus dans le garage, on en avait déjà parlé, donc on n'a pas besoin de revenir. Mais les trois religions monothéistes, notamment les deux plus authentiques, si tu veux, puisque j'ai toujours considéré, tu le sais, que le christianisme s'est greffé sur le judaïsme. Donc pour moi, le christianisme est loin d'être authentique. Quant à l'islam, il est très décrié. Les véritables islamophobes crient après l'islam, alors qu'ils n'ont jamais rien lu et jamais rien compris. Mais oui, la grande nouvelle, ce serait que le Machia est là, le Mahdi est là, le corps de Jésus est là, il sera ressuscité par un personnage qui, pour moi, ne peut être que le Machia, Mahdi ou les deux à la fois, je ne sais pas. Ça, j'ai besoin encore de plusieurs mois, si tu veux, pour savoir y a-t-il un Machia, un Mahdi, ou y a-t-il une seule et même personne, si tu veux, qui regrouperait les deux, ce qui serait une véritable, provoquerait la colère et des juifs et des musulmans. Je parle des vrais juifs, des vrais musulmans, je ne parle pas des mécréants. Donc l'actualité est assez chaude, mais c'est vrai que j'avais oublié au début en te parlant d'anecdotes qui sont importantes. Mais l'actualité va devenir de plus en plus chaude et on risque de voir dans les mois à venir, avant 2027, avant le premier tour électoral, on risque de voir des choses étonnantes, et notamment ici dans l'Aube. Voilà. Après. Sur, je fais une petite intervention, une conclusion sur le Cromlech de Rennes-les-Bains. Est-ce que tu peux m'en dire? Alors, je ne connais pas le Cromlech de Rennes-les-Bains. Par contre, je connais bien, si tu veux, des positions très antiques. Donc, il y a ce fameux Castellas au-dessus de Rennes-les-Bains, côté Cardou, si tu veux, mais au-dessus de Rennes-les-Bains. Castellas qui, à mon avis, devrait être étudié de près. Je pense qu'il y aurait des travaux archéologiques à faire, mais je pense qu'on ne les fera jamais. Après, le Cromlech de Rennes-les-Bains, ce qui me pose problème, c'est le sanctuaire souterrain celtique qui se trouve au-dessus dans le relief au-dessus du foyer, le foyer, la salle ou du fond de conférence. Là, il y a un temple souterrain important, dont Rabelais parle, c'est le fameux temple. Ah oui. C'est le fameux temple. La lumière qui est en dessous. Voilà. Mais le problème, c'est que le seul accès. Le songe polyphile aussi. Oui. Il y a deux accès. Il y a un accès par une carrière souterraine que l'on peut. Enfin, on ne visite pas la carrière souterraine. On visite l'entrée. Cette carrière a été bouchée. Cet accès-là, on peut le déboucher, mais ça porte malheur, réellement malheur. Et il y a un autre accès via ce qu'on appelle une maison gauloise ici, qui lui pourrait être débouché, mais il semblerait que la Divine Providence ne souhaite pas que l'on passe par ce deuxième accès. Et ce que je peux te dire sur ce deuxième accès, c'est qu'il est marqué du sceau du serpent. D'accord. Voilà. Te dire aussi que les incendies ont enlevé toute végétation sur la zone de Durban, etc. Hein, mais que avec les incendies, on révèle au sol des choses qui étaient cachées. Et je peux te dire que la commune de Durban possède un serpent, un peu comme le tumulus du serpent aux États-Unis, donc plus modeste, d'accord. Mais la commune de Durban possède, si tu veux, son serpent d'origine pré-celtique, ce qui m'interpelle puisque
il y a dans l'église de Durban, justement, un petit Saint-Jean-Baptiste avec un petit bâton sur lequel est accroché un serpent. Donc ça me pose question, sachant que le calvaire de la Bécasem à Carcassonne, il y a une station où il y a Jésus en croix, il y a un serpent au pied de la croix. Bon, il n'y a pas de serpent au pied de la croix, la crucifixion. Donc, si tu veux, il semblerait que le serpent, et par conséquent le peuple intraterrestre du serpent, reptilien ou pas si tu veux, soit positionné dans tous les endroits dits magdaléens ou virginal, c'est-à-dire au centre de la Vierge Marie. Donc ça me pose question parce que ça voudrait dire que les reptiliens, enfin ce peuple si tu veux, a positionné en sous-sol des troupes qui sont prêtes à intervenir en surface pour, à mon avis, éliminer tous ces sites magdaléens, puisque tu sais que Dieu a dit au serpent, puisque tu as fait ce que tu as fait, tu ramperas et la femme t'écrasera du talon. Et je suis en mesure de te dire aujourd'hui, petit scoop aussi, que la femme qui écrasera du talon le serpent sera probablement Marie-Madeleine ou une de ses descendantes directes. Voilà. Tu vois, finalement, au début de l'interview, on commence par des petites informations, et puis en fin d'interview, on commence par des informations que certains n'ont pas forcément envie d'entendre. Voilà, en conclusion, je te dirais, on a maintenant ces deux forces positives et négatives qui sont positionnées l'une sur le sol, l'autre en sous-sol, avec des marques, des tableaux, des traces, et qu'on va avoir, il y a de fortes chances pour qu'ici, on ait une lutte entre le serpent et la femme. La femme qui sera bien sûr liée au Mashiach et au Mahdi, parce que c'est le même Dieu. Voilà. Et que c'est le corps du Christ en lieu de rage qui sera ressuscité, qui lui luttera physiquement contre l'Antichrist. Pour le moment, moi j'ai identifié l'Antichrist au locataire de l'Élysée depuis 2017, mais je peux me tromper, ça ne peut être que le représentant, peut-être que l'Antichrist est derrière. Je suis en termes, si tu veux, terrestres, je pense que nous ne sommes pas à l'abri d'autres joyeuses surprises, comme l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, comme l'incendie des 17 000 hectares dans l'Aude, comme les 2 périodes de Covid, comme les vaccins. Donc je pense que le locataire de l'Élysée, si c'est le représentant de l'Antichrist ou si c'est l'Antichrist lui-même, je pense qu'il nous prépare de mauvaises surprises d'ici les prochaines élections présidentielles. Et ce qui me fait dire qu'ils ne vont pas s'arrêter là, c'est que tous les sites ici recèlent des indications sur le peuple serpent. Or, il est dit, si tu veux, dans certaines prophéties, dans certains textes, que le Mashiach, enfin, l'antéchrist, pas l'anté, donc le Mashiach, voire le Christ lui-même, serait soutenu par des troupes de l'intraterre. Des troupes célestes, bien sûr, des troupes de l'intraterre. Tu sais comme moi qu'il y a 2 types d'intraterrestres, enfin, dans la famille des reptiliens, il y a les reptiliens qui ne rêvent que d'une chose, remonter à la surface pour nous croquer, et leurs cousins, les reptiliens qui sont plutôt neutres par rapport à nous, voire bienveillants, qui eux avec qui on pourrait éventuellement faire une alliance face aux forces du mal si elles se déploient véritablement de manière matérielle. Donc, rien de neuf sous le soleil, à part ce que je viens de te dire. Voilà. Juste sur l'impact des réseaux gaullistes dans les réseaux templiers de l'époque, et le fait qu'en fait il y a une attaque de Lyon contre Plantard. Tu vois, c'est ce mélange entre antagonisme en fait. Le problème c'est que, je vais te dire franchement, pour moi, les gens qui ont pris au sérieux Pierre Plantard, Philippe de Cherizet, Gino Sandri, Gérard de Sède, mais un petit peu en décalé, Jean-Luc Chaumeil, encore plus en décalé que Gérard de Sède, je pense que ces gens se sont trompés. Il fallait, si tu veux, se mettre en travers de ce faux priori de Sion, mais je pense qu'il ne fallait pas les prendre au sérieux. Or, tu as raison, c'est vrai qu'à une certaine époque, Pierre Plantard a eu, on va dire, de sérieux avertissements d'arrêter sa comédie. Il y a eu la loge Virgo, oui, tout à fait. Non, tout à fait. Comment dire, je pense que ces gens-là se trompent s'ils pensent représenter les héritiers directs du temple. Donc il est difficile, si tu veux, de donner un avis.
je vais étudier, on se reverra dans quelques temps, parce que je vais étudier attentivement ce sujet. Simplement, je vais te dire un truc très simple. Nous, les Templiers actuels, considérons Plantard et Cécile Magré là, avec Cherizet, Dino et compagnie, comme des saltimbanques de l'ésotérisme, donc peu crédibles. Donc, aujourd'hui, il y a une sorte de résurgence via Jean-Patrick Courtal de ce néo-templarisme. Bon, tu en as une autre forme, si tu veux, avec Patricia Daré. Mais je dis, il ne faut pas se tromper de sujet, il ne faut pas se tromper de personne. Nous, le Temple, j'en avais discuté avec toi dans le Bézu, nous, les chevaliers du Temple, si tu veux, nous n'interviendrons que sur des sujets sérieux. Nous observerons, si tu veux, tous ces mouvements, hein, et d'ailleurs, on compte un peu sur toi pour nous donner quelques informations pour créer une sorte de fiche de police sur ces gens-là. Mais Mon père, chez Narcos, tout à fait. des informations. Mais si tu veux, comment te dire, on va mener notre propre enquête et puis on va la mener sur deux plans. On va la mener sur un plan matériel et on va la mener sur un plan plus spirituel, plus ésotérique, si tu veux. On a déjà certaines réponses, hein, on a déjà certaines convictions, mais j'estime, si tu veux, que il faut quand même étudier ça avec attention, parce que derrière tous ces mouvements, il y a peut-être des choses, je sais pas, il y a des événements, des personnalités, des secrets qu'on aurait pu louper ou rater. Donc là-dessus, on y reviendra. C'est pas fini. C'est pas fini. Bah alors doucement, nous sommes pressés sur cette conclusion. On est pressé. C'est vrai qu'on est pressé. À bientôt.